Bonjour, Monsieur le Président de la... Voilà. Bon, j'ai compris. Voilà. Et donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Monsieur le Président de la Mildeka. Et je pense que vous êtes plusieurs de la Mildeka, donc je vous salue à toutes et à tous. Alors, comme vous savez, l'association Élus, Santé publique et Territoire est une association d'élus en charge de la santé dans les communes ou dans les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI. Et nous sommes des militants du rôle de la santé dans les villes et les communautés d'agglomération, parce que nous pensons qu'à ce niveau-là, au niveau de la proximité des habitants, nous pouvons jouer sur un certain nombre de facteurs de santé, un certain nombre de déterminants de santé qui peuvent être améliorés grâce à l'action municipale. À ce titre-là, d'ailleurs, nous avons des outils, en particulier le contrat local de santé, qui est un outil qui permet aux collectivités locales de contractualiser avec les ARS pour mettre en place des actions de santé, et puis dans toutes les politiques de la ville, puisque nous militons pour une santé au sens large, qui est un état de bien-être physique, moral, etc. C'est la définition de l'OMS. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder un problème qui concerne les élus, qui est le problème des conduites addictives, qui intéresse au moins à deux motifs principaux. D'abord parce que les élus, nous sommes des employeurs, et il peut y avoir des problèmes de conduite addictive chez nos salariés, et d'autre part, au niveau des populations, notamment chez la population jeune, où il y a tout un travail qui est fait souvent dans les contrats locaux de santé sur la prise en compte, la prévention des conduites addictives. L'addiction peut poser des problèmes de tranquillité publique, et donc là, nous sommes souvent interpellés. Alors, je dois dire que, et je tiens à saluer l'excellent guide qui a été produit là, qui est quand même un outil intéressant, que j'essaie de faire la promotion. Je pense que ça va être un outil qui va permettre aux élus de se replonger quand ils ont des difficultés. Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de débattre avec vous, Dr Price, et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté d'être parmi nous sur ces problèmes de conduite addictive. Cela dit, je vais laisser la parole au docteur Véronique Garnier, qui est la première vice-présidente de SPT, qui est médecin de santé publique et qui en connaît beaucoup plus que moi sur ce domaine. Véronique, tu as la parole. Merci à tous. Merci beaucoup, Gilbert, pour cette introduction. Merci à ceux qui nous ont rejoints. Encore une fois, si vous avez la possibilité de mettre la ville à laquelle vous êtes rattaché ou la communauté de communes. Je crois que, Gilbert, tu as dit beaucoup de choses et beaucoup de choses importantes avant l'intervention de Nicolas Price. En effet, ce webinaire se retrouve un peu dans l'actualité de la publication de la version actualisée du guide, qui, je crois, avait été initié en 2019 pour sa première version. Donc, c'est un guide qui est en partenariat avec l'Association des maires de France, donc qui répondait vraiment déjà à ce besoin de clarifier pour le maire et les élus quels sont les rôles qu'ils peuvent jouer de manière efficace, à la fois en tant qu'employeur, mais aujourd'hui, on est aussi beaucoup dans la prévention. Donc, comment être efficace dans la prévention, jusqu'où aller? Est-ce que c'est aussi simple que ça de faire un diagnostic local pour pouvoir avoir des actions pertinentes? Voilà, donc ce guide s'est enrichi. Il y a eu beaucoup d'initiatives de la Mildeka pour pour lancer des appels à projets et permettre d'aider les communes aussi à avoir un financement.
Voilà, quelles sont les perspectives aussi par rapport à ces appels à projets? Est-ce que ça va être renforcé, continué? Voilà. Et quel bilan aussi du plan 2018-2022, hein, le plan national? Quand est-ce qu'il y aura cet état des lieux, ce bilan, en tous les cas, du plan national de prévention de lutte contre les conduites addictives. Donc voilà, plein de questions. En tous les cas, Nicolas, merci infiniment. Quand on a fait la réunion préparatoire, on aurait pu la continuer encore très très longtemps. Vraiment beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager. Et encore une fois, tous les participants comptent vraiment sur vous ensuite pour échanger à la fois sur toutes les questions que vous vous posez et aussi sur vos initiatives, vos pratiques, votre recul par rapport à ce vaste sujet qui n'est pas prêt de se terminer malheureusement. Nicolas, vous avez la parole. Merci infiniment encore une fois. Merci beaucoup à vous, chère Véronique, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus. Alors, c'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et j'associe donc Virginie Lozay, qui est chargée de mission territoire et qui est avec nous aussi pour qu'on s'éclaire mutuellement sur la manière d'avancer sur ce sujet éminemment sociétal, relativement complexe également, et pour lequel on est convaincu, vous comme nous, que les élus ont un rôle tout à fait central à jouer dans les années à venir. Et peut-être pour mieux le définir, effectivement, comme vous l'avez suggéré, on se basera finalement sur ce qu'on a pu faire ces dernières années, peut-être insuffisamment ensemble, et c'est l'occasion aujourd'hui de converger davantage. Je l'avais dit à Véronique, mais c'est vrai que votre association est tout à fait chère à mon cœur, parce que quand j'étais à la Direction générale de la santé, à l'époque où Laurent Elgozi en était le président, on avait beaucoup travaillé ensemble et ça avait été un plaisir de découvrir l'engagement de ces villes qui voilà, allaient sur ce terrain non obligatoire de la santé publique. Et non obligatoire, mais en même temps tellement lié à des choses évidentes pour la population que ça paraissait voilà, une évidence. Peut-être me présenter en quelques mots pour les quelques élus qui sont ici et qui connaîtraient mal la MILDECA. Donc, moi, je suis médecin de santé publique, comme Véronique. J'ai fait l'essentiel de ma carrière plutôt au ministère de la Santé, mais j'ai été quand même directeur d'un service communal d'hygiène et de santé à une époque. Voilà, je m'occupais d'un certain nombre de sujets dont vous vous occupez au quotidien. Et voilà, je suis arrivé à la tête de la MILDECA il y a un peu plus de 5 ans désormais. Alors, la MILDECA, pour développer un peu l'acronyme, ce n'est pas totalement inintéressant parce que les mots ont du sens, bien sûr. C'est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Et on est ce qu'on appelle une administration centrale, c'est-à-dire une administration qui est donc parisienne, avec une action nationale. On est placé directement auprès du Premier ministre et notre rôle est de coordonner l'action des différents départements ministériels sur un champ que je vais définir un peu plus, mais de coordonner l'action avec un rôle qui dépasse un peu peut-être ce qui nous réunit aujourd'hui, qui est à la fois un rôle de santé publique, mais également sur les questions très régaliennes. C'est-à-dire que quand on aborde la question des drogues et des conduites addictives, on parle aussi trafic, on parle aussi respect de la loi, on parle des questions donc de sécurité, de tranquillité, mais qui au fond irriguent le bien-être et donc la santé publique d'une certaine manière. Et puis on a des domaines d'activité et de coordination qui sont plus en lien avec la question habituelle, ce qui nous renvoie habituellement à l'acception de la santé publique, c'est-à-dire évidemment la prévention, la promotion de la santé. Et puis, avec le ministère de la Santé, on réfléchit aussi sur les questions d'accès aux soins et de réduction des risques. Et on voit quand même encore au niveau national une forme de polarisation et de crispation un petit peu entre ces deux extrêmes s'agissant des conduites addictives. D'un côté, je le disais, lutte contre les trafics et respect de la loi, et puis de l'autre côté, la réduction des risques, qui est quelque chose qui est inscrit dans la loi également,
qui est éminemment défendable parce que véritablement, il y a des besoins de temps en temps pour des personnes qui ont besoin de réduire les risques sans pouvoir passer au stade d'après qui peut être le soin ou le sevrage. Et donc, on essaye de mettre un peu d'huile dans les rouages avec nos moyens pour faire que tout ça se coordonne dans ce champ qui était un champ quasiment à 180 degrés. Donc, nos partenaires, c'est grosso modo à peu près tous les ministères avec lesquels on essaye d'interagir. Ça, c'est pour le niveau national. On s'occupe, j'aurais peut-être dû le dire au préalable, de l'ensemble des conduites addictives, c'est-à-dire les produits d'abord licites, j'y reviendrai dans quelques instants, tabac, alcool, les produits illicites, les drogues, et puis on développe petit à petit, comme j'allais dire beaucoup de professionnels du champ, nos compétences sur les addictions sans substance, sans produit, qui sont des addictions comportementales avec l'usage excessif des écrans, les jeux de hasard et d'argent, les jeux vidéo et autre chose. Voilà à peu près pour ce panorama, j'y reviendrai. On a également donc, une action au niveau international qui est assez forte en ce moment. On a été pendant 6 mois, la France a présidé le Conseil de l'Union européenne et on a des interactions avec les États de l'Union pour essayer d'avoir des visions communes à la fois de la situation, et c'est important pour la veille que l'on peut faire au niveau international sur des nouveaux produits, des dynamiques qui sont sur d'autres continents et qui peuvent gagner l'Europe. Vous connaissez la dramatique situation en Amérique du Nord avec les opioïdes qui tuent 110 000 personnes chaque année aux États-Unis. C'est vous dire si cette épidémie est dévastatrice. Doit-on la craindre en Europe? Comment s'en prémunir? C'est des questions qu'on discute à l'échelle continentale et ça me semble être la bonne échelle, pour ne parler que de cet exemple. Et puis, et j'allais dire peut-être surtout, et c'est là où on viendra au cœur de notre discussion, moi, quand je suis arrivé, je me suis dit, finalement, parce que le débat, comme je le disais de temps en temps au niveau national, est assez polarisé. Alors, je disais tout à l'heure, s'agissant des drogues illicites, un débat un peu permanent, faut-il des politiques répressives, quelle est la place de la réduction des risques, ça c'est des choses sur lesquelles on essaie d'intervenir pour apporter un peu de subtilité, mais néanmoins on ne fait pas des lois de toute façon trop régulièrement sur ce type de sujet. On a la question de l'alcool sur laquelle on reviendra sans doute assez longuement, qui est là aussi un sujet potentiellement difficile à traiter avec un secteur économique qui est très puissant en France et qui au regard de certains objectifs de santé publique, peut sembler de temps en temps difficile à bouger, on va dire. Mais au fond, c'est au niveau local que les choses, qu'on arrive davantage à les dépasser, me semble-t-il, et qu'on arrive surtout à être efficace au plus près des citoyens. Alors pour cela, et Virginie en parlera mieux que moi, on a 2 voies d'action. La première, c'est qu'on dispose de chefs de projet de la Mildeca dans les territoires. Alors, qui sont-ils? Ce sont tout simplement les directeurs de cabinet des préfets de départements et de régions. Et si j'ose dire, ça doit devenir, pour certains d'entre vous qui souhaiteraient s'engager sur ce sujet, un interlocuteur vers lequel vous pouvez sans doute vous tourner. Et on y reviendra largement. Mais ce sont eux qui sont en charge, on va dire, de porter la voix de la Mildeca dans les territoires, de diffuser un certain nombre de bonnes pratiques et d'apporter des moyens lorsque c'est nécessaire. Et puis, ce qu'on a souhaité faire en plus, c'était renforcer l'implication des collectivités dans la lutte contre les conduites addictives. Donc, en parallèle avec les préfectures, s'adresser directement aux élus de façon à avoir des premières communes et communautés de communes qui nous rejoignent au travers d'appels à projets nationaux notamment, et j'y reviendrai également. Voilà pour vous donner la photographie un peu de l'organisation, donc à niveau national, une action à l'international et un grand investissement désormais via les préfectures et les collectivités sur les acteurs qui sont au plus près du terrain et des concitoyens.
Évidemment, on a tendance, quand on parle de local, à vouloir raffiner un peu les diagnostics en santé publique, et c'est tout à fait légitime. Mais je voudrais rappeler, peut-être pour situer un peu nos principaux enjeux, quelques chiffres qui figurent d'ailleurs dans le guide du maire que vous avez bien voulu citer tout à l'heure, et qui donnent la mesure de la situation au niveau national, qui honnêtement diffère très peu selon les territoires, si on veut rester relativement simple et macro. Certes, on a un peu des différences, un gradient nord-sud, un gradient est-ouest également sur certains types de consommation. Mais globalement, nous sommes tous, et vous êtes tous, confrontés à une épidémie persistante du tabagisme en France, qui reste le tueur en série historique. 75 000 décès chaque année, la première cause de mortalité prématurée évitable, première cause de cancer. Secondairement, derrière, on a la question de l'alcool. Je disais tout à l'heure la difficulté à la traiter au niveau national d'un point de vue de politique publique. On a eu beaucoup de difficultés sur des initiatives finalement telles que Janvier sans alcool ou autres. Mais peu importe, revenons d'abord aux chiffres. 41 000 décès chaque année. Peut-être la première cause d'hospitalisation aujourd'hui en France, et également, parce que ça peut être important pour vous, une des causes majeures des violences du quotidien. Et je pense en particulier aux violences intrafamiliales et aux violences sexuelles et sexistes. Ça a été parfaitement documenté pendant le premier confinement lié à la crise sanitaire du Covid, où on a eu une augmentation significative des violences que les hommes commettaient envers leurs femmes, dans le contexte de foyers qui étaient refermés sur eux-mêmes. Mais ce n'est que l'illustration d'un phénomène en réalité qui est pérenne, qui est habituel, et qui est malheureusement que l'alcool est un cofacteur important des violences du quotidien. On le sait souvent, on en parle souvent sur la violence routière, mais on sait aujourd'hui que probablement plus de 30 à 40% des crimes et délits en France sont commis sous l'influence de l'alcool. C'est une consommation souvent aiguë sur un fond chronique. Et évidemment, dans vos villes, dans les plus grandes comme les plus petites, c'est ce qui se passe au quotidien. Et ce phénomène est extrêmement banalisé, finalement, est rentré dans les habitudes de tout le monde. Les interventions de la police sont souvent liées à ces consommations d'alcool. Les interventions des magistrats ultérieurement le sont également souvent. Mais je pense que c'est quelque chose voilà, qui se surajoute à la notion d'épidémiologie davantage sanitaire, pour nous montrer qu'il y a un intérêt à agir aussi sur les consommations excessives d'alcool, respecter les interdits qui protègent les plus jeunes, comme l'interdiction de vente aux mineurs en particulier. Ensuite, on a la grande famille des drogues illicites, pour lequel le produit phare aujourd'hui en France, c'est bien entendu le cannabis. On a 1 million de consommateurs quotidien en France, enfin 900 000 très exactement. C'est une situation, là aussi, que je qualifierais d'endémique, avec une très forte banalisation pour un produit qui est davantage dosé qu'à l'époque où certains d'entre nous ont pu croiser ça dans des fêtes étudiantes ou autres. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une concentration dans le principe actif du cannabis qui est de l'ordre de 2 à 3 fois supérieure à ce qui était connu il y a quelques années et dont les conséquences sont très souvent minimisées sur les cerveaux en maturation, avec des données tout à fait probantes de la recherche qui montrent bien que la consommation précoce et régulière sans atteindre des sommets est aujourd'hui un des facteurs des difficultés scolaires observées à la fin de l'adolescence, des difficultés d'insertion par la suite et finalement de vie qui se trouvent gâchées par cette consommation. Donc il y a un message très fort, un peu à l'instar de ce que je viens de dire sur les consommations d'alcool, qui est la débanalisation de l'usage du cannabis en France. Et j'ajouterais, pour ceux qui s'intéressent évidemment à ces questions, et vous y intéressez tous, mais on ne peut pas imaginer avoir en 2032 une génération sans tabac si on ne traite pas à côté la question du cannabis, qui bien sûr se fume, et la plupart du temps avec du tabac en France. Pour les autres drogues, la vigilance très particulière qui a émergé ces dernières années, c'est l'afflux massif de la cocaïne en Europe. Je vous parlais de notre action à l'international. On a aujourd'hui en Amérique du Sud, en Amérique centrale, des niveaux de production qui sont nettement supérieurs
à ce que l'on voit dans les meilleures séries télévisées qui relataient l'époque de Pablo Escobar et autres. 3 à 4 pays sont avec des productions donc, qui sont extrêmement importantes. Des containers sont envoyés par voie maritime avec également un vecteur aérien qui fait que la cocaïne est très disponible désormais en Europe. Son prix relatif par rapport à sa pureté a baissé. Et aujourd'hui, on a une pénétration de la jeunesse en particulier, mais pas que la jeunesse, de milieux qui consomment de la cocaïne alors qu'ils n'en consommaient pas auparavant. Auparavant, l'image du consommateur de cocaïne en Europe, c'était le trader, c'était le milieu de la banque, les affaires, certains journalistes, des milieux artistiques ou politiques, peu importe, mais c'était des niches relatives. Aujourd'hui, et je crois que je vais vous citer ça l'autre jour, Véronique, quand on a préparé cette présentation, on a dans toutes les universités, nous sont relatés que les fêtes étudiantes voient circuler ce produit de manière tout à fait régulière. J'ai eu l'occasion de faire un cours de santé publique à des étudiants à Saint-Quentin-en-Yvelines, et c'est vraiment ce qui m'a été relaté. C'est-à-dire que dans une fête étudiante aujourd'hui, vous avez des consommations excessives d'alcool, ce n'est pas nouveau, mais il faut le rappeler, parce que c'est quand même le produit phare, si j'ose dire. Vous avez beaucoup de cannabis et vous avez très souvent désormais de la cocaïne. Et le corollaire de la cocaïne, c'est le crack, qui est un dérivé de la cocaïne, qui se cuisine de manière assez artisanale avec des tas de produits eux-mêmes pas très très bons pour la santé. Et le crack que l'on croit aujourd'hui, lui aussi cantonné à certains espaces et certains territoires comme le nord-est de Paris, est en réalité en train de pénétrer petit à petit toute la France. Et j'ai eu une expérience il n'y a pas très longtemps dans un département de la région de Normandie et une petite ville de ce département, où on a très clairement une augmentation de la file active des consommateurs de crack dans le centre spécialisé qui s'occupe des usagers de drogue là-bas, où début 2020, il y avait 0 consommateur de crack et fin 2021, il y en a une centaine. Et on est sur une ville de 30 000 habitants au cœur d'un territoire jugé rural. Donc, ça m'amène d'ailleurs à une réflexion générale, hein, ce petit panorama sur le fait qu'aujourd'hui, ceux qui, mais ce n'est pas votre cas bien sûr, qui cantonnent les problèmes de conduite addictive au milieu urbain se gourrent totalement. Ça a pénétré absolument tous les espaces périurbains et ruraux, et c'est véritablement une grosse difficulté qui est devant nous. Voilà, j'en dirai pas trop plus pour ce panorama des différents produits. Je citerai la vigilance qu'il faut avoir, et là je remercie les élus du nord de la France qui nous ont alertés il y a 3 ans sur la question du protoxyde d'azote, qui ont été les premiers. Et donc votre rôle aussi dans la santé publique, c'est parfois d'être une vigie au travers de phénomènes, de la constatation de phénomènes qui peuvent se manifester par des questions quasiment environnementales, ramasser ces cartouches sur la voie publique. On a aujourd'hui énormément de jeunes qui consomment du protoxyde d'azote. De plus en plus, ça se chiffre en centaines désormais, de complications qui sont d'ordre neurologique ou cardiologique ou psychiatrique de cette consommation. On a quelques cas exceptionnels, mais qui illustrent véritablement l'ampleur du phénomène, où certains gamins consomment plusieurs centaines, voire il y a un cas à 1200 cartouches par jour. C'est complètement dingue. Donc, ce phénomène qui est un cas, je parle devant notre confrère psychiatre, mais qui est un cas de pathologie très lourde, illustre quand même par son extrémité, justement, très probablement, la diffusion générale de ce produit. Je n'oublie pas, bien sûr, les jeux de hasard et d'argent. Vous avez tous dans vos collectivités des bars tabac PMU. Donc, qui dit bar tabac PMU dit addiction nécessairement. Et s'agissant des jeux de hasard et d'argent, il y a un gros enjeu pour nous, notamment à la veille de grands événements sportifs en France, c'est de réguler davantage, là encore une fois, un interdit protecteur qui est d'interdire et de faire respecter l'interdiction de vente aux mineurs de ces jeux qui, pour la petite histoire, sont parmi les conduites addictives qui ont augmenté pendant la crise sanitaire. C'est probablement l'addiction qui a le plus augmenté.
Rappelons-nous qu'il n'y avait même pas de match de foot ou de match sportif à l'époque, mais que les gens se sont rués sur les jeux en ligne, type poker en ligne, etc. Et que ça crée véritablement, si on ne constate pas une addiction évidemment à chaque fois, des difficultés dans le foyer, des problèmes de surendettement, des déstabilisations familiales. Et il y a une véritable précaution à avoir, en particulier pour laisser les mineurs à l'abri de tout ça. Alors, comme le disait tout à l'heure Véronique, toute notre politique avait été rassemblée dans un plan qui arrive à échéance cette année, le plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022. On est en train d'en tirer effectivement un bilan. On fait un bilan à la fois quantitatif des actions qui ont été menées, un bilan plus qualitatif général, et puis on a adressé 2 ou 3 questions très particulières, notamment l'une sur la question du déploiement du plan et de la manière dont les acteurs locaux se sont emparés de ce plan. On pourra vous en dire quelques mots si vous voulez, mais grosso modo, on pourrait dire une bonne tendance, mais peut mieux faire, pour être très clair, mais c'est à la fois de notre responsabilité et de celle des acteurs locaux. Et puis, peut-être que, je n'aime pas du tout employer cette excuse et cet argument, mais les années 2020-2021 ont quand même été un peu compliquées pour voilà, un certain nombre de choses qui n'étaient pas des questions d'urgence vitale immédiate. Voilà. Donc, c'est vrai que je reviens du coup sur la question pourquoi est-ce qu'on s'est davantage intéressé à vous, les collectivités. C'est que, évidemment, au-delà de vos compétences obligatoires, on a le sentiment que, et même ceux qui sont le moins impliqués dans la santé publique, au travers des questions de santé publique, de tranquillité publique, de sécurité publique, de cohésion sociale, de politique en faveur de la jeunesse, de toute façon, tous les élus ont à un moment ou à un autre, me semble-t-il, l'opportunité de s'inquiéter des consommations et de leurs conséquences, et de travailler sur les leviers à la limite, de rentrer par un levier ou un autre, qu'il soit de santé ou de tranquillité, qu'il soit de politique éducative ou de cohésion sociale. Et puis j'ajoutais cette mention tout à fait de vigie un petit peu, de nous alerter santé de l'AMF, qu'une élue rurale d'une toute petite ville m'avait décrit la vie sur la place du village le soir après 18 heures, et j'avais été totalement frappé de l'importance qu'avait pris le petit trafic, les petites choses du quotidien qui faisaient que derrière, il y avait des conséquences en matière de consommation sur une population plus élargie. Donc ce témoignage également est pour nous extrêmement utile, et c'est d'ailleurs sans doute l'objet de notre échange. Et puis, vous l'aviez cité aussi, c'est évidemment le fait que vous êtes responsable également d'un ensemble d'agents territoriaux pour la collectivité, et que, en tant qu'employeur, vous avez aussi une responsabilité vis-à-vis de ces agents-là, et que la question des conduites addictives, il y a peut-être une manière un peu nouvelle d'essayer de la prendre en charge, que l'on soit maire avec ses municipaux, ou que l'on soit chef d'entreprise avec ses salariés, ou directeur d'une administration avec ses agents de l'État. Il a un peu changé sur la manière de travailler les conduites addictives dans ce rapport entre gens, et on y reviendra probablement. Les collectivités ont déjà adhéré et on en est absolument ravis. Collective, une question collective et positive, et sortir un petit peu du traitement habituel des on déplace la personne d'un poste sur l'autre et on arrive et que ce n'est pas simplement les services de santé au travail ou de médecine du travail qui doivent s'occuper de ça, mais c'est bien le management, parce qu'on est au travers. On convoque là des questions comme évidemment la question du bien-être au travail, des risques psychosociaux et finalement du bien-être de chacun. Et puis, je le dis souvent à propos de l'école, mais essayer de faire en sorte d'arrêter cette scission entre l'entreprise et le hors-entreprise.
l'école et le hors l'école. Les individus sont les mêmes et il faut absolument faire tomber un peu, quand on parle de santé, ces barrières entre des environnements qui seraient totalement clos et finalement la vie des individus qui se déroule à la fois sur le lieu de travail ou d'enseignement et puis la vie de tous les jours, la vie familiale. Alors, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent pour ne pas être trop long en direction des collectivités? On a cité ensemble quelques-unes des actions peut-être les plus emblématiques. Monsieur le Président Angard avait eu la gentillesse de montrer cette nouvelle version du guide du maire face aux conduites addictives. Donc ça, c'est un guide qu'on a réalisé effectivement en partenariat avec l'Association des maires de France et qui, au fond, aborde ces deux sujets. D'abord, le maire en tant qu'employeur et puis le maire en tant que responsable de sa collectivité, pour essayer de le guider, de l'intéresser à cette question, de montrer les liens avec un certain nombre de problématiques populationnelles, territoriales, et d'engager, au fond, sur quelques solutions qu'on espère pas trop complexes, même s'il y a pas mal de juridiques nécessairement. Voilà, donc ça c'est un peu notre produit d'appel, si j'ose dire, en direction des maires. Donc, on l'a adressé à l'ensemble des maires des communes de plus de 5000 habitants cette année. Ça a été un assez gros effort de mailing et de routage. Il est évidemment disponible en ligne également et on a de la chance parce que depuis hier, nous avons notre nouveau site internet de la Mildeka qui est beaucoup plus agréable sur lequel il est plus agréable de naviguer. Donc voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas ou qui en souhaiteraient davantage, il est disponible là-bas. Je salue vraiment encore une fois Virginie qui a été à la manette sur cette seconde édition du guide. Et elle est également à la manette sur, au fond, une lettre qui permet d'animer le réseau des collectivités avec lesquelles on est les plus proches. Alors, on est proche des collectivités qui ont signé avec nous une convention et on est proche aussi parce que de proche en proche, précisément, certaines nous ont contactés. Et donc, l'inscription à cette lettre qui s'appelle la lettre du réseau des collectivités partenaires de la Mildeka et dont nous avons déjà édité 27 numéros, à peu près au rythme mensuel, est une lettre très simple, mais qui en même temps, je pense, amène d'abord fait un espèce de refreshment tous les mois sur l'importance de cette problématique. Et pour vous donner un exemple des thématiques qui ont été traitées en juin dernier dans cette lettre, bien entendu la promotion du guide du maire face aux conduites addictives, un travail sur un retour très rapide sur les 6 mois de la présidence française de l'Union européenne en matière de drogue et de conduites addictives, une ressource à voir qui est un documentaire qui est passé sur LCP il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Mon enfant chéri. Et nous avons participé au financement de la production de ce magnifique documentaire qui donne la parole aux parents des enfants qui ont eu une conduite addictive importante. Donc, ça interroge véritablement finalement nos politiques d'aide à la parentalité d'une certaine manière, au-delà de celles pour la prévention des conduites addictives. Nous mettons aussi des ressources, enfin nous mettons aussi des ressources en ligne sur cette lettre, telles que là l'exemple est une plateforme pour une approche de la réduction du risque alcool. Et puis on donne quelques exemples inspirants, notamment une réunion d'échange et de bonnes pratiques qui a eu lieu entre les collectivités locales partenaires de la Mildeka, de l'arc alpin. On a plusieurs collectivités en Auvergne-Rhône-Alpes sur le côté massif alpin, tels que Grenoble, Chambéry, les vallées de Thônes, etc., qui sont avec nous et elles se parlent entre elles pour essayer de faire mieux ensemble. Donc, une forme de communauté de communes ad hoc pour la question des conduites addictives. Donc, ça nous paraissait intéressant. Également, un exemple d'activité, de projet avec la ville de Nancy sur le sport sans tabac. Voilà, à peu près ce qu'on peut trouver là-dedans. Donc, n'hésitez pas à éventuellement nous demander de vous inscrire. On le fera avec grand plaisir. C'est voilà, des ressources telles qu'elles viennent, telles qu'elles tombent. Et ça peut toujours être assez utile. Pour les questions un peu dures de financement et de partenariat, donc je l'ai dit à plusieurs reprises, on a fait en 2018, 2019 et 2021 3 appels à projets nationaux donc qui ont abouti à la sélection voilà, de ces 50 premières villes partenaires.
Ce qu'on essaye de faire dans ce cas-là, c'est de demander à la collectivité, quand elle répond à l'appel à projet, de nous présenter, voilà, d'avoir d'abord un engagement politique. C'est extrêmement important pour nous. On n'est pas sur un dossier simplement technique. Il y a l'engagement politique du maire et du conseil municipal. Et puis derrière, on est prêt à travailler, enfin, on veut évidemment une ébauche d'un plan d'action en bonne et due forme, mais et c'est le travail de Virginie et de l'ensemble des membres de la MILDECA que d'aider également la collectivité à élaborer quelque chose qui nous convient à tous, avec quelques axes qui sont en matière de prévention, le cas échéant de tranquillité publique, le respect des interdits protecteurs. Enfin, on est vraiment sur nos thématiques habituelles. Et on accompagne ensuite au sens financier du terme, bien sûr, et puis un peu en matière de mise à disposition de ressources. Et on participe au COPIL la plupart du temps pour justement ne serait-ce que faire bénéficier d'autres villes de ce qui peut se passer de très intéressant ici ou là. Et je dois dire qu'on est relativement heureux de ce qu'on voit ici. Alors, on n'a pas refait d'appel à projet en 2022 parce qu'on a eu tellement de bons dossiers en 2021 qu'on a fait en sorte de lisser sur les 2 exercices budgétaires et servir les collectivités qui avaient répondu en 2021 sur les 2 années budgétaires. On en refera un en 2023, donc ça c'est certain. Et peut-être vous dire qu'également on est prêt, et on l'a fait en 2020, on n'avait pas fait d'appel à projet national pour deux très bonnes raisons. La première, c'était les élections municipales et la deuxième, c'était la crise sanitaire. On n'avait pas fait d'appel à projet national, mais on s'est lancé avec 3 collectivités dans une expérimentation qui concerne la prévention de la participation des jeunes au trafic de stupéfiants. En gros, vous le savez malheureusement, le trafic de stupes est aujourd'hui un phénomène qui recrute de plus en plus de jeunes garçons essentiellement, souvent âgés de 12, 13, 14 ans, pour intégrer des trafics, augmenter le profit des organisations criminelles. C'est vrai dans des villes dites de banlieue, c'est vrai malheureusement dans des petites villes également. Voilà, là aussi, on a un phénomène qui se diffuse largement. Et on a contractualisé avec 3 villes de façon à mener des plans d'action très particuliers qui associent la plupart du temps la collectivité, le préfet délégué à l'égalité des chances ou le préfet, le procureur de la République, l'éducation nationale et l'agence régionale de santé, en plus de la population bien sûr et des jeunes eux-mêmes, pour essayer de traiter cette question, de mieux comprendre ses déterminants, de faire en sorte que on soit à la fois dans la prévention collective relativement, que ce n'est pas une c'est pas une prévention en population générale, mais sur les habitants qui sont le plus concernés par cela, que ce soit d'ailleurs les jeunes eux-mêmes ou les familles, et puis une prévention très ciblée qui est plutôt de nature secondaire sur les jeunes qui sont déjà embringués dans des trafics, mais pas encore dans des parcours judiciaires trop lourds. Et là, il y a des aménagements de peine, il y a des alternatives aux poursuites qui sont proposées par les procureurs sur cette population extrêmement particulière. Et j'étais avant-hier avec le maire de Sarcelles et puis tous ceux qui participent à l'expérimentation, donc au comité de pilotage, et c'est vraiment formidable parce que ne serait-ce que nommer ensemble ce problème, essayer de le résoudre, crée vraiment une dynamique tout à fait positive pour essayer de combattre ce cercle infernal et qui paraît inéluctable pour une partie des jeunes. Je fais un parallèle extrêmement hasardeux, mais je le fais quand même. Il se trouve que j'étais il n'y a pas très longtemps en voyage professionnel à Los Angeles, qui est par ailleurs une ville totalement dévastée par les épidémies dont je parlais tout à l'heure sur le fentanyl, sans vous parler, et en parlant également de la méthamphétamine, avec quand même un pays qui, du fait du filet social qui est beaucoup moins solide que chez nous, voit de plus en plus de personnes vivre dans la rue. Et là-bas, il y a des associations qui s'occupent de la prévention de la participation des jeunes dans les gangs, qui est un phénomène complètement dingue. Et donc, on va jumeler d'une certaine manière notre expérimentation à celle de Los Angeles pour savoir qu'est-ce qui s'est fait là-bas, toutes choses égales par ailleurs, avec des éléments de contexte extrêmement divers, parce que beaucoup de municipalités, en réalité, dans le monde, ont besoin aussi d'échanger sur la manière de prévenir ces phénomènes de violence qui deviennent endémiques.
voilà, pour vous, ce dernier exemple pour vous montrer aussi le côté un peu régalien de notre action, mais en même temps de la prévention. Et au fond, on n'est jamais très, très loin de la santé publique. Et voilà, avec Virginie, on sera ravis de répondre à vos interrogations et puis de prendre vos suggestions, le cas échéant. Merci beaucoup, Véronique. Merci infiniment, Nicolas, pour ce panorama très riche et c'est un sujet sur lequel on pourrait rester vraiment plusieurs heures parce qu'il y a en effet tous ces volets très différents, que ce soit la lutte, la prévention du trafic de stupéfiants, que ce soit les drogues licites. On connaît aussi nos habitudes culturelles très ancrées, hein, que, notamment vis-à-vis de l'alcool, etc. Donc, ce n'est pas forcément toujours un sujet sur lequel les politiques aiment aller. Donc, je crois qu'il faut se dire les choses comme elles sont. Donc, ça ouvre en tous les cas plein de possibles. L'idée, c'est de savoir parfois comment commencer. La question qu'on se pose souvent au sein de SPT, c'est d'essayer chaque fois qu'on met en place une action de santé publique, de réfléchir bien sûr à ces facteurs d'atteinte des objectifs, ces critères d'atteinte des objectifs. Donc, comment évaluer une politique efficace en matière de santé publique et est-ce que c'est aussi le rôle des communes? Et puis, on essaye toujours de faire partager un peu d'éléments de méthode, hein, que ce soit quand on fait son premier CLS, de bien démarrer par un diagnostic local de santé. Et la question, enfin, on va laisser d'abord la parole à la salle, mais le diagnostic local, comme on est sur des sujets qui sont quand même très, hein, entre les drogues licites, les drogues illicites, les sans-produits comme les écrans, les jeux en ligne, etc., il n'est pas simple peut-être aussi de réaliser ce diagnostic. Donc, on aura aussi probablement matière à donner des outils aux communes ou communautés de communes qui voudraient se lancer sur ce sujet, qui n'ont pas osé encore le faire, etc. Donc, est-ce qu'il y a déjà des questions J'en profite, Véronique, pendant qu'on recherche peut-être la question suivante pour répondre un instant à ce que vous venez de dire. C'est extrêmement important. Moi, c'est pour ça que je vous ai fait quand même ce panorama national des différents usages et des différentes conséquences, tabac, alcool, drogue, etc. Je crains parfois que l'excès de diagnostic tue, enfin, entre guillemets, ça paraît logique hein, dans une démarche de santé publique, je suis d'accord, mais au fond, les différences sont relativement, non pas négligeables, mais minces entre les territoires. Il n'y a pas un endroit où la question, finalement, la tranquillité publique en lien avec la consommation d'alcool n'existe pas. Il y a assez peu d'endroits où il n'existe pas un petit trafic ici et là. Il y a assez peu d'endroits où la jeunesse est confrontée en permanence à de la publicité sur l'alcool, y compris aux abords des établissements scolaires. Donc, ma recommandation serait évidemment de faire un diagnostic, mais de ne pas mettre toutes les billes là-dedans au risque de ne plus avoir d'énergie ou d'argent pour faire le plan d'action, et peut-être de se baser sur des tas de constats qui ont été faits à des échelles un peu plus macro pour engager l'action un peu plus rapidement. Et enfin, sur l'évaluation, je suis bien d'accord avec vous. Alors, il y a deux manières de voir les choses. Soit, me semble-t-il, on arrive à se baser sur des dispositifs et des actions qui ont fait la preuve de leur efficacité ailleurs, des choses probantes, le renforcement des compétences psychosociales en milieu scolaire, il n'y a pas mieux que cette affaire-là, même si ce n'est pas tout à fait votre seule prérogative, et c'est peut-être pas la peine, je ne sais pas si ça vaut la peine, enfin il faut se poser la question de l'apport d'une évaluation très, très lourde et coûteuse à la fin, à partir du moment où on met en place un programme de manière à peu près selon les standards. Par contre, ce qui peut être utile, c'est là où on expérimente des choses nouvelles. Et sur la question en particulier que je vous montrais tout à l'heure, enfin que j'évoquais tout à l'heure, qui était celle de la prévention de la participation des jeunes au trafic de stupéfiants, là, on s'est fait accompagner depuis le premier jour d'un évaluateur externe, une équipe du CNRS,
qui suit les 3 expérimentations en même temps et qui nous donnera des résultats parce que le truc est tellement nouveau et n'a jamais été vu que ça vaut vraiment la peine pour les autres. Voilà. Quelques éléments de réponse. Bien. Merci beaucoup. En effet, je pense que sur le diagnostic, ça permet de donner aussi des éléments aux élus de dire qu'on peut aussi utiliser ce qui est un peu, non pas un schéma commun, mais quelque part, voilà. Après, c'est de se dire aussi comment prioriser. Je vois là il y a pas mal d'initiatives aussi d'élus dans tout ce qui est, parce que la CAF a été très force d'intervention pour que les communes mettent en place des programmes de parentalité. Voilà, donc forcément, à un moment, il y a le sujet des addictions. Donc, c'est aussi une façon de rentrer aussi. Je pense que c'est très intéressant de parler qu'il n'y a pas une seule façon. C'est pas on part de très loin et puis petit à petit, on va affiner nos actions, on va les structurer en tant qu'employeur, etc. Comme vous le faites très bien, c'est de dire il faut commencer par un pilier, que ce soit la sécurité de l'ordre public, que ce soit la prévention. Je crois qu'il y a des communes, on n'a pas Sylvie Justaume en ligne, mais qui ont initié les 10 jours sans écran voilà. au sein des collèges. Pourtant, ce n'est pas tout à fait les communes, mais ils ont fait un partenariat avec l'Éducation nationale aussi pour distribuer des flyers, pour accompagner, pour en même temps avoir des actions de sport, etc. Donc, ça, c'est voilà, sur l'addiction aux écrans. L'addiction au jeu, c'est peut-être plus compliqué quand même pour nous. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on repère facilement, ou en tous les cas, moi, ça m'aurait échappé. Voilà, je crois que ce n'est pas toujours facile aussi pour le maire d'apparaître comme étant, de dire à sa police municipale, aller dans les débits de tabac, enfin c'est plutôt des débits de boissons et c'est des tabacs, de vérifier que vous ne permettez pas à des adolescents dans les débits de boissons, notamment d'avoir de l'alcool s'ils n'ont pas 16 ans, etc. Je ne suis pas sûre que les maires soient toujours très fans de faire quand tout va bien. Voilà, en gros, je résume la position des maires qu'on entend ou des élus à la santé qui ont parfois du mal à convaincre sur ces sujets-là. Voilà. Est-ce qu'il y a, je vois Madame Gillot qui souhaite prendre la parole? Ah non, peut-être que vous êtes en train de parler. Je vois vos lèvres, mais vous êtes en train de parler. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, c'est Karine Studer de Dourdan. Oui, bonjour. Voilà, donc moi je suis maire adjointe sur Dourdan à la santé, à la sécurité, à la prévention. On a mis en place en février, il y a un peu plus d'1 an maintenant, le CLSPD. Et à travers ce CLSPD, on essaie de mener différentes actions, notamment sur les addictions, l'addiction au niveau des jeunes. Mais effectivement, vous avez raison, il n'y a pas que l'addiction au niveau des jeunes, il y a aussi, nous on est victimes comme beaucoup de villes rurales, parce que là aussi, la ruralité a aussi ses problématiques. C'est vrai que ça ne concerne pas que les grandes villes, même si on a du mal à le faire entendre. C'est un vrai combat, en fait. C'est un vrai combat journalier parce qu'on a la ligne C qui part de chez nous et qui va jusqu'à Paris. Et souvent, on a des gens qui arrivent, qui découvrent la ville, qui aiment la ville, qui s'installent. Et de plus en plus d'ivrognes stagnent au centre-ville. Et le problème, c'est qu'on ne peut rien faire. On a tout essayé. C'est-à-dire qu'on s'est mis en contact avec la préfecture. Alors, quand je dis ivrogne, c'est aussi des consommateurs de crack, puisqu'on l'a découvert. Voilà, on s'est mis en contact avec... Tant qu'ils ne veulent pas se faire soigner ou tant on a essayé les appartements thérapeutiques, tant qu'ils ne sont pas volontaires,
toutes les actions qu'on peut mettre en place, eh ben, elles tombent à l'eau, quoi. Alors, ils sont ramassés. Alors, c'est vrai que du coup, moi, j'ai demandé à la police municipale d'être vigilante et de tous les jours leur vider leurs canettes, pour vraiment les dissuader de rester, quoi. Mais il n'y a rien à faire. Les gendarmes les prennent, les mettent en cellule de dégrisement. Bah, ils sont contents, hein, ils sont nourris, logés. Ils les relâchent le matin, etc., etc. Ce que je trouve dommage, c'est que en discutant avec les gendarmes, on n'arrive pas à mettre en place des choses, alors je dirais presque obligatoires, à partir d'un certain nombre d'arrestations, entre guillemets, ou de mise en cellule pour dégrisement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, ça fait 40 fois qu'on les met en cellule de dégrisement et on ne peut quand même pas agir derrière. Alors c'est vrai nous, on est hyper démunis. Bon, puis après, je pourrais vous parler aussi de l'addiction, etc., au cannabis. Il y en a de plus en plus, des jeunes. Voilà, on met de nombreuses choses en place, mais c'est compliqué, vraiment, c'est compliqué, notamment avec l'éducation nationale, pour pouvoir un peu travailler avec eux. Hein, parce qu'ils ne nous disent pas ils nous disent pas les vrais. À chaque fois qu'on les interroge, même si on a mis en place le service jeunesse qui vient faire des actions au sein des écoles, des lycées et collèges, quand on leur demande « mais est-ce que vous avez des problèmes d'addiction dans votre lycée ?» Non, non. Alors que moi, je suis maman de mère d'adolescents et je peux vous dire qu'ils m'en racontent des choses. Hein. Donc, voilà. On est toujours un peu démunis, j'ai envie de dire, parce que notre action, elle est très limitée, en fait. Alors, peut-être, madame, d'abord, merci beaucoup de votre témoignage, mais pour vous remonter le moral et remonter le moral de tout le monde, parce que, non, mais je tiens à cette donnée qui a été publiée par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives au début de cette année et qui se base sur des données 2021, mais qui sont en fait des mesures régulières de la consommation chez les jeunes en classe de troisième. Quand on regarde la tendance sur les 12 à 15 dernières années, qu'il s'agisse du tabac, de l'alcool ou du cannabis, et c'est vraiment les plus jeunes hein, quand même en troisième, au niveau national, on a une baisse des consommations, une baisse régulière et réelle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que comme les cas que vous avez cités, notamment les cas les plus visibles dans la rue, etc., évidemment, nous font toujours penser que les choses vont relativement mal et la question des addictions, des conduites addictives, est une question éminemment chargée de représentation de la part de tout le monde. On a tous nos propres expériences personnelles, professionnelles. C'est assez compliqué de revenir, j'allais dire, à une forme de rationalité des chiffres. Sur les jeunes, je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais quand les programmes sont bien conduits, notamment en milieu scolaire, avec le renforcement des compétences psychosociales qui, en gros, invitent et permettent aux jeunes d'être mieux avec eux-mêmes et mieux avec les autres, ça a un impact tout à fait majeur sur l'ensemble des conduites à risque, dont les premières consommations. Et ça, c'est vraiment très important. Après, sur la question que vous soulignez de ces personnes en errance qui, en réalité, cumulent des problèmes qui ne sont pas que la question de l'addiction, mais l'addiction, c'est précisément le fait que même si vous avez été incarcéré 40 fois, arrêté, etc., c'est un tel besoin, la consommation, ça devient complètement irrationnel que vous allez toujours consommer. Donc, il faut évidemment une conjonction et c'est tout ce qui fait la difficulté. Et il n'y a pas de recette miracle et de recette immédiate. De travailler à la fois pour sécuriser et, j'allais dire, ramener la tranquillité publique avec la police municipale, mais si derrière, il n'y a pas une prise en charge médico-sociale, c'est évidemment foutu. Donc, c'est toute la difficulté qu'on a aujourd'hui, y compris avec ce qu'on appelle les XAPA, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les différents spécialistes de l'addictologie. Il faut aller aussi vers ces personnes, aller proposer un service, y compris d'abord dans un premier temps, souvent dans la rue, et ensuite les inscrire dans un parcours, un accompagnement, ce n'est pas simplement un parcours de soins, qui prennent en compte les questions sociales, les questions de logement, etc. etc. Donc, je vois bien ce à quoi vous êtes confrontés. Malheureusement, je ne vois pas d'autre solution que ce type de solution, j'allais dire, davantage intégrée peut-être encore que la seule intervention de la police qui est utile, j'allais dire, pour le voisinage. Pour eux, comme vous le dites, ça fait 12 heures au chaud, mais derrière, ça ne règle pas du tout la question de l'addiction.
Merci à la fois Karen Souder et Nicolas pour cet échange. Je vois qu'il y a une question de Tamara Machiachvili. Peut-être que je n'ai pas bien prononcé votre nom. C'est pas grave. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Super. Je suis Tamara Maziachvili, ingénieure d'études, recherche et développement au Centre de Centre Innovation et Usage en santé. On est basé à Nice. Et moi, je travaille sur le projet de prévention des addictions chez les jeunes dans la région PACA. Je suis chargée de 2 projets. En fait, on mène actuellement un projet de prévention du tabagisme chez les jeunes de 12 à 25 ans dans la région PACA. Et aussi le deuxième projet qui est plus large, prévention des conduites addictives chez les jeunes. Et en fait, dans les 2 projets, notre objectif est d'innover dans la prévention et trouver les nouvelles solutions pour inciter les jeunes et adopter les différents comportements qui sont dans leur intérêt général. Et donc, on a travaillé avec une équipe, on a fait notre étude état des lieux, on a interrogé des jeunes, on a fait une journée type avec des jeunes, avec les designers, et on a travaillé avec une équipe interdisciplinaire, avec économistes, sociologues, tabacologues, marketologues, les agents de communication, afin de trouver les solutions. On s'est basé sur les nudges, pour influencer le comportement, trouver les solutions qui pourraient influencer le comportement des jeunes. Donc, on s'est bien avancé, on a des approches élaborées. Et donc, aujourd'hui, on est dans un stade de construire l'action, parce que notre objectif, pas seulement innover, mais aussi de construire une prévention personnalisable, comme un médecin personnalisé, pour chaque département, parce que nous avons observé que dans chaque département, il y avait les différentes tendances de consommation de tabac. Il y avait plutôt dans certains départements une consommation de ces nouvelles tendances, et les cigarettes électroniques jetables ou cannabis. En fait, c'était différent. Donc, on s'est dit, il faut vraiment s'approcher et personnaliser la prévention. Donc, j'ai identifié ces 51 associations et notre objectif était aussi d'approcher pas les associations spécialisées en addiction, mais aussi socioculturelles, sportifs, les établissements d'enseignement, pour pouvoir rester avec des jeunes en contact, pas que pendant la période scolaire, mais également pendant la période vacances et intervenir dans les lieux de loisirs. Mais le problème c'est le problème que le projet a aujourd'hui, avec 151 associations, on a réussi de rentrer dans contact avec 89. Et des 89, il y avait 18, ça me semble pas beaucoup cette chiffre, 18 dans toute la région PACA, qui ont accepté de faire les présentations et aller plus loin avec nous. Et donc, le problème qu'on a aujourd'hui, on propose les ateliers d'éco-conception avec les professionnels qui travaillent plus près avec des jeunes. Donc, très souvent, c'est les animateurs qui animent les différents ateliers avec des jeunes pour nous aider à personnaliser la prévention. Et le problème est que ces associations, très souvent, ils me disent que soit ils n'ont pas le temps, soit les projets de prévention, ils sont rémunérés, donc ils refusent de participer volontairement dans un atelier qui dure seulement 1 heure. En fait, c'est ce que je veux dire. Pour résumer, nous rencontrons un énorme problème de collaboration avec les associations sur terrain. Et quand je veux, en fait, c'est ma responsable qui m'a transmis la formation sur cette action de collaborer avec des mairies et les territoires, qui m'a semblé très intéressant afin de déployer l'action plus facilement dans les différents départements. Donc, moi, en fait, je ne sais pas si vous pouvez nous conseiller, peut-être nous n'avons pas une bonne approche de communication avec des associations, comment on pourrait avoir succès dans la collaboration avec les différents profils des associations pour toucher les jeunes, toucher les jeunes avec ce programme de prévention je trouve que c'est vraiment innovant parce qu'on n'interdit pas des jeunes de consommer, par exemple, le tabac ou le cannabis, juste vraiment leur montrer les conséquences à court terme et en fait leur laisser prendre la décision eux-mêmes. Merci beaucoup de votre question, c'est très riche et en même temps, je vais être un peu embêté pour répondre parce que je découvre votre expérience qui paraît très intéressante comme ça, mais
il faudrait que je me penche un peu davantage sur le projet, peut-être les résultats que vous avez engrangés avant de vous conseiller quoi que ce soit. La chose que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que vous avez à la délégation départementale des Alpes-Maritimes des gens qui ont fait un formidable schéma de lutte contre les addictions. Vous pouvez contacter Madame Virem, V-I-R-E-M, Isabelle de son prénom, qui a vraiment développé un programme très intégré. Et peut-être que votre outil trouvera sa place dans ce schéma-là, auquel elle pourra vous soutenir localement pour trouver les bons partenariats avec les associations. Et sinon, vous nous l'envoyez et on regardera d'un peu près, en fonction de vos résultats, si on peut vous aider par ailleurs. Mais je pense que la délégation départementale de l'ARS et Isabelle Virem sont des bons contacts. D'accord, merci beaucoup. Et j'ai aussi une question. J'ai bien lu le document, mais je voulais en fait, avoir plus de précisions. Par exemple, une fois on va passer sur l'étape de déploiement dans les départements, est-ce que nous pourrons adresser les mairies de nous, nous soutenir dans le déploiement du projet? Ah, ça, il faut s'adresser aux maires. Moi, je ne peux pas vous dire. Moi, je n'ai pas le pouvoir sur les maires. J'ai juste. Non, non, en fait, je sais, mais c'est le pouvoir, ouais. c'est d'essayer de les convaincre qu'on peut travailler ensemble. C'est tout. D'accord. Non, je pense qu'il Merci. faut contacter chaque mairie. En tout cas, nous, pour vous dire, on a contractualisé avec la ville de Nice. Et Oui. voilà, on travaille avec eux sur un plan addiction à Nice. Donc, c'est peut-être D'accord. Merci, merci beaucoup. Ben, justement, ça nous donne l'opportunité, merci de votre intervention qui enrichit aussi les initiatives, le lien avec les associations en tous les cas. Je suis un élu, un nouvel élu à la santé et je souhaiterais mettre en place un plan addiction dans ma ville. Je n'ai pas de contrat local de santé, mais j'ai de vraies raisons, en tous les cas, compte tenu des caractéristiques de ma ville, d'avoir un plan addiction, ou en tous les cas, d'avoir des actions de prévention des addictions. En pratique, on fait quoi? On appelle la MILDECA, on se débrouille par soi-même, on appelle la préfecture. Voilà, c'est quoi la démarche la plus rationnelle possible quand on veut mettre en place des actions, qu'on l'on puisse partager cette bonne pratique. Alors, je regarde sur Internet, je vois qu'il y a le guide, mais je me dis, bah non, le guide, d'accord, mais je fais quoi? Il n'y a pas d'appel à projet cette année, donc je n'aurai pas de financement, mais peu importe, c'est peut-être que l'occasion de commencer. Enfin, voilà, je pose toutes les questions, Nicolas, pour que… non, très bien. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'appel à projet, parce qu'il y aura quand même des appels à projet, et donc il y a éventuellement la possibilité de répondre à nos appels à projets nationaux, deux solutions pour un soutien à la fois financier et méthodologique auprès des deux acteurs que sont le directeur de cabinet du préfet de département et le directeur et l'ARS en fait. Voilà, je citais tout à l'heure l'exemple. Les ARS ont beaucoup d'argent désormais. Honnêtement, on est sur la question des addictions, on est pas mal doté financièrement côté État grâce au fonds de lutte contre les addictions, dont une grande partie va directement aux ARS, qui ont pu bâtir des projets assez ambitieux. Alors, toutes ne sont pas au même niveau. Je citais tout à l'heure l'exemple des Alpes-Maritimes, où véritablement l'ARS, en lien avec les grands acteurs qui agissent là-dessus, encore une fois l'éducation nationale, la justice, les forces de sécurité et les collectivités territoriales, ont une dynamique et sont en recherche. Pardonnez-moi, je ne veux pas dire que les maires sont des porteurs de projets, mais en tout cas de relais qui ensuite vont décliner et enrichir la politique décidée par l'agence au niveau d'un territoire communal. Donc, les deux choses à faire, c'est certainement ça dans un premier temps. C'est approcher l'ARS et approcher le chef de projet MILDECA à l'échelle de la préfecture de département. Merci beaucoup. En fait, notre projet est financé par l'ARS. C'est déjà renouvelé. En fait, d'une cordée de financement, on n'a pas de… En fait, on n'a pas vraiment des problèmes. C'est vraiment juste pour collaborer avec les petites associations des petites villes où il y aura forcément les problèmes des addictions chez les jeunes. En fait, c'est surtout au niveau des collaborations, des co-constructions de l'action
avec les associations sur terrain qu'on a aujourd'hui comme problème. Là, moi, je m'étais positionnée du côté des élus. Je vois qu'il y a deux mains qui se lèvent, à la fois peut-être Virginie avant, Florian, juste donner la parole à Virginie pour compléter oui, voilà. le processus. Pour compléter le propos de Nicolas Pris, je vais peut-être dire des choses un peu évidentes, mais moi, d'expérience, vu que j'essaye de suivre de plus ou moins près les 50 collectivités avec lesquelles on travaille, c'est que autant, en effet, la question du diagnostic territorial, comme disait Nicolas Pris, des fois, c'est un petit peu, ça peut être un petit peu un retardataire pour lancer l'action. En revanche, moi, ce que je vous invite à faire en termes de méthode, c'est au sein de la collectivité, alors selon votre taille, et vous avez plus ou moins de services étoffés, mais de faire des temps de regard croisés avec les différents services, que ce soit les services santé, les services sécurité, la jeunesse, et éventuellement les partenaires. Vous parliez tout à l'heure de la CAF, ça peut être aussi en effet l'ensemble des intervenants qui peuvent être concernés par la question, pour qu'en fait, ces regards croisés vous permettent de vérifier que la vision partagée sur les consommations, les priorités ou les choses qui caractérisent votre territoire, si vous pouvez dégager quelques grandes tendances, parce que ça va vous permettre de prioriser. Et aussi, ces temps-là, des fois, enfin souvent, permettent aussi de se rendre compte que des ressources, on en a, ou des petits projets, certains avaient des choses en tête, n'ont pas pu les construire parce qu'il n'y avait pas cette dynamique. Et vous, en tant qu'élu, vous allez pouvoir porter cette dynamique. Donc voilà, donc commencez aussi par ça. Alors, au niveau élu, au niveau service, et vous voyez à quel, si vous étendez plus ou moins le champ ou si vous le faites en plusieurs fois. Mais pour lancer une démarche, moi, de mon expérience, c'est ce qui marche le mieux. Voilà, parce qu'après, vous allez pouvoir identifier plusieurs volets, plusieurs aspects, et ça va être en fait assez vite opérationnel. Et la question de par quoi on commence, qui on sollicite, vous allez voir, ça va se décanter assez naturellement, notamment si vous faites aussi, si dans ces temps de réflexion, à un moment, vous invitez la RS ou vous essayez d'avoir après un contact avec le directeur de cabinet du préfet en disant, écoutez, nous, on a vraiment identifié de grands axes et voilà. Enfin, voilà, c'est des choses, c'est un peu basique, mais je pense que ça peut marcher. Très bien. C'est en effet, ces regards croisés sont vraiment porteurs. D'abord, vous savez, les élus à la santé, comme on dit, on est des assembleurs. On favorise en tous les cas la transversalité. Donc, ce regard croisé entre les services, plein d'actions pour que la santé soit déclinée dans nos politiques publiques de manière harmonieuse et cohérente. Florian. Oui, alors d'abord, merci beaucoup pour votre propos qui vraiment était passionnant. Alors moi, je suis médecin psychiatre à Bordeaux et j'ai aussi la chance d'intervenir pour le département de la Gironde, notamment autour des questions de prévention spécialisée. Le département est en train de faire son nouveau schéma de prévention spécialisée et il a identifié la santé mentale en général, mais les addictions en particulier comme sujet prioritaire. Et donc, il y a un certain nombre d'associations de prévention spécialisées, donc qui consistent en fait en des éducateurs de rue qui essayent de travailler et avec lesquels j'essaye de travailler pour que les questions de santé mentale soient prises en compte. Et j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez sur vos actions de prévention de l'entrée dans le trafic de stupéfiants, dans le trafic de drogue. Pourquoi ? Parce que les éducateurs spécialisés, j'en discutais justement avec eux, ils me disaient que souvent, l'entrée dans le trafic de stupéfiants dans un quartier, c'était un petit peu le point de non-retour pour un individu. C'est-à-dire que tant que le jeune n'est pas encore impliqué dans le trafic, on peut avoir une action sur lui. Dès lors qu'il passe la porte de la structure, de l'organisation du trafic, ça devient d'emblée beaucoup plus compliqué. Et donc, ma question très simple, donc vous avez parlé donc, de plusieurs expérimentations. Est-ce qu'on en est finalement, enfin, au niveau de l'agenda, est-ce que pour le moment, vous vous en tenez là, il y aura une évaluation et peut-être ensuite une généralisation plus large sur le territoire? Est-ce que d'emblée, par exemple, une collectivité pourrait vous contacter pour essayer de mettre en place ça dans tel ou tel quartier? Voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous et merci de ce que vous faites surtout. Je fais une toute petite parenthèse avant de répondre à votre question sur le fait que les conseils départementaux ont aussi une importance majeure sur notre sujet avec le rôle des PMI et de l'ASE d'une certaine manière. L'ASE, c'est malheureusement le grand pourvoyeur de futurs addicts. Enfin, on sait que les jeunes qui passent là, c'est enfin, souvent, il y a des conduites addictives majeures après. Et c'est intéressant parce que, je vous dis ça, le Fonds de lutte contre les addictions, qui est donc ce fonds que l'on co-gère avec l'assurance maladie, le ministère de la Santé, qui est quand même doté de 115 millions d'euros par an, a fait une démarche envers les conseils départementaux en 2 vagues pour essayer d'embarquer de tels services voilà, sur la question des… Alors, pour la PMI, par exemple, c'est comment est-ce qu'on traite la question des familles qui vont avoir un enfant ou qui ont des petits-enfants, sachant que les 2 parents sont eux-mêmes des consommateurs d'alcool, de drogue, etc. Donc, regardez ça aussi peut-être parce que il y a des opportunités assez intéressantes là-dessus. Le sujet que vous posez, alors pour vous donner notre calendrier, donc les expérimentations ont commencé il y a environ 18 mois. Elles sont prévues pour durer environ 3 ans. Donc, on aura les résultats de l'évaluation d'ici 2 ans, on va dire, hein, grosso modo, ou un petit peu moins peut-être maintenant. Mais d'ores et déjà, si quelqu'un était vraiment intéressé, on peut, sans rentrer dans l'expé là, qui est parti et qui a été formaté pour être sur ces 3 territoires, mais on peut peut-être au minimum donner un certain nombre de conseils. Voir un certain nombre de soutiens divers et variés, et surtout une telle bonne volonté, moi je suis prêt à essayer d'y répondre. Donc si c'est la CUB, si c'est Bordeaux, si c'est voilà, qui nous prennent, qui nous envoient un message. C'est une autre collaboratrice que Virginie qui s'occupe de ça, c'est Célia Bobet, B-O-B-E-T. celia.bobet@pm.gouv.fr et on essaiera de vous répondre et d'engager quelque chose de fructueux. Merci beaucoup. Voilà, Florian. Donc, collaboration future. Nicolas, tout à l'heure, vous avez évoqué donc le bilan qui est de bonne tendance, mais peut mieux faire, là, sur le plan national de mobilisation contre les addictions. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Est-ce qu'on peut penser que le suivant, est-ce qu'il y a déjà des axes qui pourraient être dessinés? Vous avez à la fois donné des espoirs par rapport aux jeunes des collèges de 3 ans, de 3 ans, de 3e, pas de 3 ans, parce que ce sera un peu tôt, de 3e. Donc, sans faire d'interprétation et de raccourci de café du commerce, est-ce que ça veut dire que la politique, en tous les cas menée depuis quelques années, commence à porter ses fruits, mais on a quand même le sentiment qu'il y a une situation qui s'aggrave d'une façon générale. Tabac, je pense qu'on est quand même en bonne tendance, mais en tous les cas sur tout ce qui est illicite et tout ce qui est sans produit. Donc, est-ce qu'on peut ressentir une volonté politique de se doter de plus de moyens pour avoir des résultats? Est-ce qu'il y a enfin des expériences à l'international, européennes pour être un peu plus proches de nous peut-être, qui ont montré, en sachant qu'on a tous des écosystèmes tellement différents, des histoires, voilà, c'est toujours très difficile de prendre ce qui marche bien ailleurs pour considérer, surtout sur un sujet qui est à la fois sociétal, culturel, de mal-être, enfin bref, peu importe, tout ce qu'on connaît comme raison. Et voilà, est-ce qu'il y a des expérimentations qui ont vraiment porté leurs fruits au niveau européen ou au-delà? Voilà. Merci de cette question. Oui, j'ai été un peu vite. Effectivement, sur le bonne dynamique, mais peut mieux faire, j'étais surtout sur la question territoriale, en fait, qui est un sujet qu'on a adressé dans le bilan du plan, enfin qu'on a exploré dans le bilan du plan particulièrement, avec
depuis qu'on a travaillé cet appui qui nous semble et cette cohérence qu'il faut faire entre la préfecture d'une part, l'agence régionale de santé, les procureurs qui sont très impliqués également, et puis les collectivités, ces 4 acteurs majeurs qui sont au cœur des territoires, on a absolument besoin d'amplifier encore la dynamique, même si, très honnêtement, je pense qu'on était parti sans doute de loin, mais on a fait de grands progrès et c'est en ça que c'est quand même vraiment pas mal. Mais voilà pour ce point particulier. Le deuxième point qu'on a exploré d'un point de vue qualitatif, c'était la représentation autour de la question du cannabis. Là aussi, je pense que des progrès ont été faits. On a un peu moins de négation aujourd'hui des effets délétères de ce produit. Je ne veux vraiment pas rentrer dans le débat qui me paraît assez stérile de la question de la légalisation, parce que ça, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Ce qui est important, c'est aujourd'hui de considérer pour mener des actions de prévention envers ce produit, parce qu'il faut au moins, me semble-t-il, prévenir les adultes et les parents des dangers réels de la consommation de cannabis, encore une fois précoce et régulière, parce que ce n'est pas en s'adressant aux gamins de cette manière-là que ça changera beaucoup les choses. Les gamins, on peut les informer sur les risques, mais on sait très bien que ce qui fonctionne le plus, c'est vraiment la question des compétences psychosociales. Mais par contre, il faut que l'entourage des enfants soit conscient pour mettre un certain nombre de limites, travaille avec un cadre qui soit relativement clair sur cette question-là. Et là aussi, on a fait de bons progrès. On le voit au travers d'un certain nombre d'enquêtes qualitatives sur quand même la reconnaissance du fait que ce produit n'est pas un produit banal, n'est pas un produit comme les autres, quel que soit son statut, voilà, légal, pas légal, interdit, réprimé, voilà. On peut avoir cette discussion par ailleurs, mais donc sur ce point-là, on a fait un certain nombre de progrès. Et par ailleurs, sur le plan, ce qu'on a essayé d'analyser, c'est les actions qui avaient été réalisées. Et on est à peu près dans la moyenne de l'ensemble des plans, c'est-à-dire qu'on a à peu près 81% et quelques des actions qui ont été réalisées. Donc, on est pas mal. Mais qu'est-ce que ça doit nous dire de l'avenir aujourd'hui? Et malheureusement, je ne peux pas vous répondre à la question de l'orientation politique du moment, parce que, comme vous le savez, le climat politique national vient à peine de se stabiliser et encore, et que donc peut-être que dans quelques semaines ou quelques mois, j'aurai plus d'indications. Nous, ce qu'on prétend faire aujourd'hui, c'est refaire un tel document stratégique d'orientation nationale, qui soit peut-être un tout petit peu moins un catalogue d'actions. Alors, à chaque fois, on se dit ça, mais en même temps, on échoue bien souvent à cet engagement vertueux, parce qu'en réalité, on se coordonne avec pas mal d'autres politiques publiques. Et nous, ce qui est important, c'est qu'on donne un peu des lignes de force dont on a évoqué un certain nombre aujourd'hui. Après, vous allez avoir le programme national de lutte contre le tabagisme qui va être révisé également et qui, lui, va être la version très opérationnelle de la politique de lutte contre le tabac. Je crois, pour compléter un peu ce que vous avez dit, qu'effectivement, on a fait beaucoup de progrès en matière de politique de lutte contre le tabagisme, mais qu'on est aujourd'hui face à… on rentre dans le dur, c'est-à-dire que malheureusement, les résultats sont en train de stagner, et en particulier pour les publics en difficulté sociale, éducative ou financière, ils sont éventuellement même un peu en régression. Donc ça, c'est une vraie difficulté au regard de la question des inégalités sociales de santé. Donc je pense que sur le tabac, il y a un message, c'est en gros, ce n'est pas le moment de se dire c'est gagné, c'est au contraire le moment d'en remettre une couche au travers d'opérations qui peuvent être relayées dans les collectivités comme Moi sans tabac, au travers quand même d'une petite visite, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, mais de temps en temps aux buralistes en leur disant l'affichage obligatoire sur l'interdiction aux mineurs, il n'est pas tout à fait à sa place. Et en gros, on reviendra pour voilà, vérifier ça, parce que c'est quand même un véritable problème. Vous avez 10% des buralistes qui en France vendent à des gosses de 11 ans. Donc là, il y a un véritable enjeu sur les interdits, sur le respect de tels interdits. Donc, le tabac, attention quand même. Dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers, le président de la République avait accepté l'idée d'un programme de lutte contre, de réduction du risque des consommations excessives d'alcool. Donc, on verra s'il pourra se faire ou pas. Donc, ça serait la version plus opérationnelle sur l'alcool. Enfin,
Est-ce qu'on a et sur les stupéfiants, on va avoir côté ministère de l'Intérieur, côté justice et côté douane, un nouveau plan de lutte contre les trafics. Donc nous, il faut qu'on ait une espèce de stratégie chapeau qui donne d'une certaine manière des principes d'action, un certain nombre d'outils et qui renvoie opérationnellement à ces trois plans-là. Est-ce qu'on a des expériences à l'international en Europe qui nous feraient penser qu'on peut faire mieux dans certains domaines? Alors, probablement ici ou là sur des exemples d'action, mais très honnêtement, les tendances que je vous ai données tout à l'heure, même si on partait de plus haut que certains pays européens, tous ne les ont pas. Moi, là où je suis sûr de moi, il y a plein de choses sur lesquelles je doute un maximum, hein, parce que c'est un problème tellement compliqué, tellement sociétal, tellement intriqué avec tout, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est arriver à embarquer l'éducation nationale et au-delà un certain nombre de structures qui accueillent les jeunes sur ce développement des programmes de renforcement des compétences psychosociales. En gros, tout ce qui va faire aujourd'hui qu'on va travailler à la manière dont on va gagner en estime de soi pour les jeunes, la manière dont on va gagner sur la confiance en soi, l'esprit critique, finalement aussi la confiance dans les adultes, c'est-à-dire pas mettre les adultes en opposition avec les adolescents, au contraire, que les plus jeunes sentent qu'ils peuvent avoir des recours possibles auprès de personnes qui ont un peu plus d'expérience. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de prouver pour dire c'est ça quand même la grande clé du truc. Et autour, c'est faire en sorte que les adultes qui sont autour ne soient pas dans la banalisation des comportements, sachent insister quand il le faut sur certains risques particuliers et surtout soient dans une forme d'accompagnement bienveillant. Mais en même temps, ne pas nier les risques. C'est ce que je vous disais pour la question du cannabis tout à l'heure. Il y a eu quand même un certain nombre de générations qui, pendant un certain temps, nous ont dit tout ça, c'est pas bien méchant. Or, honnêtement, et c'est pas faire peur à des enfants ou à des adolescents que leur dire de temps en temps, tu prends un risque avec ça. C'est vraiment, voilà, parce que certains nous disent, oulala, mais vous faites de la prévention par la peur. Pas du tout. Quand on aide son enfant à traverser la rue et en lui disant que ça peut être très dangereux qu'une voiture lui roule dessus, bon, c'est pas dramatique, enfin, c'est pas traumatisant comme expérience, me semble-t-il. Bien au contraire, c'est une expérience protectrice. Donc voilà pour les quelques informations que je peux vous donner, mais j'espère qu'on repart vers une stratégie un peu chapeau qui sera pluriannuelle et période 2023-2027, enfin quelque chose comme ça. Merci beaucoup en tous les cas pour ces précisions. Seule chose que nous, du côté élu à la santé, en tous les cas, c'est parfois difficile. En tous les cas, et encore nous, on est plutôt un peu quand même initiés. C'est ça, je replace la santé publique au sens très large. C'est tout, c'est pas l'empilement d'ailleurs, c'est la mise à côté les uns à côté des autres de tous les plans nationaux. Ouais. Et à un moment, c'est aussi de dire bon, voilà, qu'est-ce qui est sur quoi je dois mettre la priorité, et il faut parfois aller chercher dans différents plans. Ouais. Ce qui n'est pas forcément toujours aisé, la visibilité, la lisibilité. Et la France a été plutôt moteur dans pas mal de domaines, en tous les cas, avec la mise en place de ces plans. Mais leur mise, leur façon d'être, de ne pas avoir. Alors, il va y avoir aussi, bien sûr, maintenant, on va travailler, là, en tous les cas, au niveau des régions, au niveau des PRS, qui vont aussi là être réactualisées. Donc, c'est un peu ça, parfois, quand même, en termes de santé publique, qui n'est pas toujours simple, c'est le cumul de tous ces plans. Ouais. Qui ne sont pas toujours voilà, et peut-être alors c'est très compliqué, il y a de plus en plus d'informations, comment bien les présenter, est-ce que c'est par acteur, est-ce que c'est par action, enfin voilà, mais en tout cas c'est une question. Voilà, et malheureusement il est 13h29, donc on est arrivé au bout et on aurait pu continuer encore une fois à discuter longtemps sur ce sujet bien complexe. Je crois que ça nous a permis, on fera probablement un communiqué pour reprendre certains éléments phares et saillants pour décomplexifier les élus
y a souvent un peu les élus qui sont vraiment dans le cambouis parce que ils ont plein de difficultés sur le territoire. Et puis il y a les élus qui savent que c'est un problème, mais dès l'instant où ça ne touche pas, encore une fois, la sécurité, pas toujours facile de dire est-ce que finalement c'est bien d'avoir des actions de prévention. En tous les cas, notre ministre de la Santé a quand même dans son titre la prévention. Donc, on peut penser qu'il y aura une volonté d'aller plus loin et dans toutes les actions qui vont agir sur les déterminants de santé. En tous les cas, merci infiniment. Le prochain webinaire, on change complètement de sujet. Ça sera le 14 septembre et ça sera donc sur les CPTS, les nouveaux dispositifs d'appui, etc., etc. Alors là, je vois qu'il y a une question, mais très large de Karina Studer sur comment mettre en place le plan local de santé. Là, il va falloir en tous les cas, qu'on adresse ce sujet-là, alors, mais on peut avoir des discussions en dehors de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas. Et donc, rendez-vous 14 septembre en attendant un très bel été. Merci encore une fois énormément à la Mildeka d'être venue alors qu'on a changé la date, que c'est l'été et donc on a en effet des élus qui ont envie de suivre mais qui sont rattrapés par le quotidien avant de partir. En tout cas, merci infiniment, c'était vraiment passionnant. Et merci à tous les participants. Il y en a qui sont des fidèles, donc merci aux fidèles. Et en tous les cas, à très bientôt et belles vacances à tous. À bientôt. Merci, à bientôt.